c'est l'heure des comptes. Après un été marqué par les canicules et la sécheresse, les agriculteurs font grise mine. Leurs rendements en ont pris un sacré coup. Les plants, ils devraient être 2-3 fois plus gros, en fait, si vous voulez. Donc on voit que voilà, ça produit du fruit, mais là, il y a quand même peu de fleurs. On voit qu'il y a des fruits qui sont en train de se former. Mais en termes de calibre, on devrait avoir même des tomates qui sont quand même 2 fois plus grosses. Et les conséquences se font déjà ressentir sur les étals. Les fruits et légumes montrent quelques signes de déshydratation. Les prix, eux, flambent. Plus 13% pour les tomates, les aubergines ou encore les courgettes au mois de juillet par rapport à l'an dernier, selon l'INSEE. Face à cette situation, le débat fait rage entre les tenants des méga-bassines et de l'irrigation systématique et ceux qui prônent une révolution des méthodes de production. Ça comprend notamment l'agroforesterie, l'utilisation d'arbres, de plus de végétation sur les parcelles. Et on va aussi avoir des pratiques qui sont purement dirigées vers la régénération du cycle de l'eau. En attendant, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé un plan dit d'accompagnement des agriculteurs dont les modalités seront détaillées début septembre. Mais face à un scénario qui risque de se reproduire dans les années à venir, il souhaite que les agriculteurs fassent aussi leur part en adaptant leur culture aux nouvelles réalités climatiques. On peut cultiver dans le sud de la France des amandes, des olives, de la pistache, des fruits exotiques. On voit bien qu'on va pouvoir produire d'autres choses. Ces solutions sont-elles transposables à grande échelle? Face à cette chronique des sécheresses annoncées, l'agriculture française peut-elle s'en sortir? Les baisses de rendement sont-elles une fatalité? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Thomas Gibert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maraîcher en Haute-Vienne. Vous cultivez quoi d'ailleurs? Je suis en maraîchage diversifié, donc à peu près tout type de légumes. Tout type de légumes, très bien. D'accord, maraîcher, donc je disais, donc en Haute-Vienne, porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Selon vous, l'immense majorité des maraîchers et des maraîchères est dans une situation clairement catastrophique. Il a fallu abandonner des cultures entières à cause de la sécheresse. Le manque va se faire sentir toute l'année. À vos côtés, Charlène Descolonges, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur hydrologue, spécialiste des cycles de l'eau. Votre livre « Eau vive pour une hydrologie régénérative » est paru aux éditions Actes Sud. Selon vous, pour faire face à de telles sécheresses, il faut penser à une véritable transformation du modèle agricole. Il faut faire en sorte que les agriculteurs soient moins dépendants de l'irrigation ou du stockage de l'eau. Et puis Aurélie Catalo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du programme Agriculture et Alimentation France à l'IDRI. Alors l'IDRI, c'est l'Institut Développement durable et des relations internationales. Selon vous, il n'y aura pas de pénurie de fruits ou de légumes dans le commerce. L'enjeu, c'est que la filière alimentaire, dites-vous, s'organise pour que les consommateurs continuent d'acheter français, même si les produits sont plus petits ou moins calibré. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Marion, et le témoignage du jour. Oui, c'est celui de Cyril Pogu, qui est maraîcher à Pont-Saint-Martin, au sud de Nantes, et que l'équipe de 28 minutes a contacté pour préparer l'émission. On ne sait plus quoi faire des salariés. On va être obligé d'arrêter des contrats, et pour cause, 3 de ses 5 bassins d'irrigation sont à sec. Il a donc dû arrêter la mise en culture, et ces derniers mois, toutes ses pousses d'épinards ont été détruites, et plus de la moitié de sa production de fenouil, il se dit épuisé. Alors, Thomas Gibert, est-ce que c'est un cas particulier ou c'est un cas qui illustre la généralité de la situation ? Non, malheureusement, ce n'est pas un cas particulier. C'est une situation qui est vraiment généralisée sur l'ensemble du territoire et la situation est vraiment catastrophique. C'est-à-dire qu'on a eu, c'est une sécheresse déjà sans précédent, puis qui s'est adossée à des coups de chaud extrêmes qui ont mené à des fleurs qui sèchent, à des coups de soleil sur les fruits et légumes, à un manque d'eau où il a fallu choisir parfois des cultures, abandonner des cultures pour pouvoir en sauver quelques-unes. Donc réellement, nous, les retours que l'on a des territoires, c'est vraiment une situation catastrophique, avec aussi une situation presque de désespoir, avec énormément de maraîchers et de maraîchères qui pensent à arrêter. Là, vous parlez au niveau national, mais rapidement, vous, votre cas particulier, votre exploitation, quel bilan tirez-vous de cet été, justement ? Cet été, c'est extrêmement compliqué. Déjà, il y a un surplus de travail du fait de toujours devoir arroser, etc. Et c'est aussi une chute de rendement visible, que ce soit sur les cultures d'été, mais aussi qui vont se ressentir tout au long de l'année, puisque là, on est en train de cultiver en fait tous les légumes d'hiver de stockage. Nous, on s'est notamment spécialisé dans le légume de conservation, et les pertes que l'on a aujourd'hui, c'est les pertes qui vont se répercuter jusqu'au printemps prochain. Donc c'est vraiment une situation qui est compliquée, et on a besoin vraiment de soutien urgent par rapport à cette situation-là.
Aurélie Catalo, est-ce qu'on peut chiffrer déjà ces pertes dont nous parlait Thomas Gibert? Alors, Agreste, qui est la statistique du ministère de l'Agriculture, a donné quelques chiffres début août sur l'ensemble des productions végétales françaises. Malheureusement, on ne les a pas trop en maraîchage pour le moment, mais sur d'autres productions, on sait que par exemple sur le maïs, c'est probablement la pire récolte depuis les années 1980. On sait aussi que globalement sur les cultures, les céréales à paille de printemps, sur les légumineuses à graines, sur les prairies et les fourrages, on est au moins à moins 30%. Et pour les légumes, donc là c'est plus des estimations à dire de témoignages d'agriculteurs, il y a une fourchette très large qui va de globalement moins 30 à moins 70, moins 80%. Peut-être la bonne nouvelle, c'est que l'arboriculture sur certains fruits, comme par exemple les abricots, les pêches, n'est pas nécessairement en baisse de volume de production, mais fait plutôt face à des fruits plus petits en calibrage. Et donc oui, on commence à avoir des premiers retours qui effectivement montrent bien l'ampleur des dégâts, qui, il faut l'avoir en tête, ne sont pas des dégâts uniquement liés à la sécheresse actuelle, mais le produit d'une sécheresse sur laquelle s'est cumulé énormément de pics de canicule. Et Charline Descolonges, alors une question totalement néophyte. Si d'un coup, là, il se met à pleuvoir pendant quelques jours, est-ce que ça sauve tout? Ce serait beau. Oui, non, voilà. On peut rêver. Non, la situation est telle que les sols sont extrêmement secs, les nappes baissent drastiquement, les cours d'eau la plupart des cours d'eau, des petits cours d'eau sont à sec. Donc même s'il pleut, en fait, les pluies vont d'abord bénéficier aux premiers centimètres des sols, la végétation, et on peut espérer une légère réhydratation des cours d'eau, mais certainement pas des nappes, en tout cas pour les prochaines semaines à venir. C'est ça, oui. Thomas Gibert, vous avez dû jeter certaines productions, certaines choses qui n'étaient pas en bon état? Clairement, oui, on a par exemple abandonné d'irriguer les pommes de terre cette année, donc il va y avoir une chute de rendement avec du calibre beaucoup plus petit que d'habitude. On a dû, on a récolté aucun haricot par exemple parce que l'ensemble des fleurs ont cramé. Enfin, oui, c'est vraiment une situation un peu de jamais vue et aussi de par son intensité et sur l'ensemble du territoire, quoi. Il faut dire que les fruits et légumes ne sont pas les seuls touchés parce que la chaleur, elle perturbe aussi les animaux. Par exemple, il y a plus de mortalité chez les poules et moins d'herbe à brouter pour le bétail. Ça, c'est ce qu'explique Alexis Descamps, qui est éleveur laitier dans le Loir-et-Cher. Normalement, l'été, on a de l'herbe à pâturer encore pour les vaches laitières pour produire du lait. Et là, ça fait depuis début juillet qu'on utilise les stocks hivernaux. Cette année, à partir d'octobre, on aura consommé déjà tous les stocks qui étaient prévus jusqu'au mois de décembre. Donc, il va y avoir un choix qui va se faire. Soit je vais avoir de la chance d'avoir assez d'aliments, soit quand j'aurai fait ma récolte, si j'ai pas assez d'aliments, je vais devoir décapitaliser, c'est-à-dire vendre des vaches. Alors, il y a un chiffre qui est cité de 10% de baisse de production laitière suite à cette chaleur. Aurélie Catalo, vous nous donniez tout à l'heure l'ordre d'idée sur les légumes, les fruits, les céréales. En fait, c'est toute la filière qui est touchée, c'est aussi l'élevage. Tout à fait, c'est aussi l'élevage en raison de l'alimentation animale et puis aussi en raison du stress que ces conditions climatiques font peser sur les animaux. Donc c'est aussi le cas sur les poules, par exemple. Il y a moins d'œufs, c'est ça en fait. On sait qu'il y a moins d'œufs. Il y a moins de lait. Et donc non seulement ça a des conséquences sur les agriculteurs, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais ça a aussi des conséquences pour les autres opérateurs des filières agricoles et alimentaires. Imaginez que mon métier ce soit de collecter du lait. Non seulement je vais avoir une perte d'argent parce que je vais avoir moins de lait à vendre, mais par contre je vais avoir les mêmes charges parce qu'il va falloir que je collecte le lait dans les mêmes fermes, donc je vais faire le même nombre de kilomètres. Donc c'est un peu une double peine économique qui est aussi à prévoir pour les opérateurs des industries agroalimentaires. Donc c'est bien le secteur agroalimentaire dans sa totalité qui risque d'être largement secoué, qu'on soit un petit opérateur coopératif ou un gros acteur. Probablement que là on fait face à une crise inédite, dans la mesure où ça touche tout le monde, sur tout le territoire, dans tous les secteurs. Oui, c'est ça. Alors, on le voit aujourd'hui aussi, Thomas Gibert, est-ce que, par rapport à ce qu'on vient de décrire, ce qu'on vient de dépeindre là aujourd'hui, est-ce que clairement, sur les étalages, aujourd'hui, il pourrait y avoir des pénuries de légumes et de fruits? Aujourd'hui, c'est difficile de le savoir. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que aujourd'hui, pour les maraîchers et les maraîchères, on se retrouve malheureusement
presque sans filet de sécurité face à ces aléas climatiques. Et ça, nous, on tient vraiment à le dire et à nommer la responsabilité du gouvernement, des gouvernements Macron, qui ont privatisé le système d'indemnisation de calamités au moment des aléas climatiques, qui l'ont privatisé et qui l'ont rendu complètement inefficient. Aujourd'hui, seuls 18,3% des paysans et des paysannes sont assurés, avec ce système privé. Et ça veut dire que l'immense majorité du reste du monde paysan se retrouve pratiquement sans filet de sécurité, donc qui ont accès à l'ISN, l'indemnité de solidarité nationale, qui indemnise de manière dérisoire. Et nous, on l'a dénoncé depuis le début. Et aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que ce n'est pas possible de rester dans ce système qui exclut une immense majorité. Il faut que ce soit quelque chose d'universel. Et il faut que l'ensemble de la filière mette la main à la poche dans les indemnisations. Parce que c'est pas possible que ce soit que le monde paysan qui porte le risque climatique face à ce dérèglement qui va être de plus en plus intense et de plus en plus récurrent. Nous, on dit qu'il faut que l'agro-industrie, il faut que la grande distribution, il faut que les semenciers, que les fournisseurs de machines agricoles mettent la main à la pâte dans un fonds d'indemnisation pour qu'on ne soit pas les seuls, puisque eux continuent à se gaver sur le dos des paysans et des paysannes depuis toujours. Et il n'y a que nous qui portons ce risque, et ça, c'est inacceptable. Alors Thomas Gibert, vous avez cité en fait un certain nombre de personnes qui, selon vous, devraient mettre la main à la poche, mais on pourrait peut-être aller plus loin. En 1976, le 3 septembre 1976, après un été caniculaire, le Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, décide de répondre au désarroi des agriculteurs par la solidarité nationale, un impôt sécheresse. Est-ce que c'est à méditer pour 2026 ? Les agriculteurs ont été frappés par une calamité nationale. Il est normal, par conséquent, qu'il y ait un effort de solidarité nationale à leur égard. Il est donc normal que l'on ait recours à l'impôt. Alors, Charlène Descoulanges, une forme de solidarité nationale comme en 1976, est-ce que c'est une bonne solution d'après vous ? À situation exceptionnelle, peut-être des mesures exceptionnelles s'imposent. Est-ce que c'est un impôt ? Ça, je ne suis pas qualifiée pour le dire. Néanmoins, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces événements-là ne sont pas inédits. Je veux dire, il faut arriver à comprendre que ça deviendra la norme. D'ici 2050, la plupart des projections hydroclimatiques misent sur ce type de situation-là, avec des fortes tensions, avec des restrictions de sécheresse. Et donc, un impôt, selon moi, ne sera pas suffisant si on doit le répéter chaque année. Aurélie Catalo nous a annoncé qu'il y aura un plan global, donc le 3 septembre, le temps de faire le bilan. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose ? Et est-ce qu'en effet, puisqu'on dit toujours les Français aiment leurs agriculteurs, est-ce qu'il faut en appeler à la solidarité nationale finalement aussi ? Oui, prenons quelques ordres de grandeur budgétaire. Pour l'instant, ce que le ministère de l'Agriculture pourrait éventuellement mettre sur la table, ils nous ont parlé de 300 millions d'euros. Je me suis renseignée sur cet impôt exceptionnel de 1976. Ouais. À l'époque, ça correspondait à 2,2 milliards de francs. Si on convertit avec l'inflation, c'est 1,6 milliard d'euros à peu près aujourd'hui. Ah oui, donc on est loin des 300 millions. Si on regarde aussi, on compare à la totalité du budget de l'État français sur l'année 2026 pour l'agriculture, donc pour tout ce qui a à faire avec l'argent national, on est à 4 milliards. 1,6 milliard par rapport à 4 milliards sur toute l'année. Donc on voit bien qu'on est sur des efforts budgétaires qu'à l'époque on pouvait éventuellement se permettre, qui aujourd'hui sont davantage contraints. Je ne dis pas qu'un tel effort ne se justifierait pas. Je dis juste qu'il faut voir la proportion d'argent public dont on est en train de parler. Et dans tous les cas, si on demande cet effort aux contribuables, si on parle d'une taxe, il faut avoir en tête que ça n'empêcherait pas les hausses de prix en magasin. Ce sont deux choses différentes d'indemniser les agriculteurs. Et donc, ça veut dire qu'on demande aux citoyens d'intervenir à deux endroits, en tant que contribuable et en tant que consommateur. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on est en train tacitement de mettre sur la table un débat extrêmement tabou en France, mais qui semble indispensable, qui est face au changement climatique et face à la transition qu'on demande aux agriculteurs, quel est le vrai prix de l'alimentation et comment est-ce qu'on se réorganise macroéconomiquement en France pour rendre accessible une alimentation de qualité à tous. Alors on va continuer à en parler. Justement, Julia, quand en Espagne, les canicules sont fréquentes, pourtant c'est le premier pays producteur de fruits et légumes en Europe. Alors, quel est leur secret ? Eh bien, ils ont mis en place tout un système d'irrigation en fait pour lutter contre la sécheresse. Cela passe déjà par le traitement des eaux des villes qui sont réutilisées massivement dans l'agriculture. Ça passe aussi par la récupération des eaux de pluie. Elles sont stockées dans des sortes de lacs artificiels. Vous le voyez, plus de 1000 bassins et retenues d'eau dans toute l'Espagne. Et en cas de sécheresse, l'eau est utilisée par les particuliers et les agriculteurs dans les régions brûlantes du sud de l'Espagne. Eh bien, les Espagnols se sont mis aussi à réutiliser de très
anciens canaux datant du Moyen-Âge pour acheminer l'eau vers les champs et les nappes phréatiques. Et dans les champs, justement, des petits tuyaux sont disséminés dans les cultures. L'eau arrive directement aux racines des plantes pour réduire les pertes par évaporation. Ça s'appelle la technique du goutte à goutte. Une image, enfin, Jean-Mathieu, pourrait résumer ce qui est devenu le modèle agricole espagnol. Dans la très chaude Andalousie, il y a ce qu'on appelle cette mer de plastique où 3,5 millions de tonnes de fruits et légumes sont produits par an. On le surnomme aussi le potager de l'Europe. Des serres, en fait, qui s'étendent sur plus de 30 000 hectares. Pour vous donner une idée, c'est près de 3 fois la superficie de Paris, tout de même. Alors, au final, en Espagne, environ 23% de la surface agricole utile est irriguée. C'est 3 fois plus qu'en France. Charlène Descolonges, est-ce que la France ne doit pas s'inspirer du modèle espagnol, tout simplement ? Je ne pense pas qu'on ait à envier nos voisins espagnols quand on regarde ces images de mer de plastique. L'Espagne a fait le choix d'investir massivement dans ses infrastructures hydrauliques, de stockage, de transfert, de réutilisation, voire de dessalement de l'eau de mer. Il faut savoir que c'est très coûteux et c'est même presque contre-productif. Certaines études désignent l'Espagne comme une région du monde qui, de manière contre-intuitive, aggrave les pénuries d'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une grande retenue artificielle pour l'irrigation agricole, en fait, on peut se sentir plus vulnérable aux sécheresses parce qu'on conforte une demande en eau qui augmente. Non seulement avec le changement climatique, mais aussi avec de nouveaux usages, etc. C'est l'effet rebond, c'est l'effet réservoir. En Espagne, il fait toujours très chaud. On n'a pas l'impression qu'ils souffrent autant que nous, justement, d'aujourd'hui de la sécheresse, et on a l'impression qu'ils produisent toujours leurs légumes. Alors ça, c'est peut-être une vision un peu éloignée. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de soucis, notamment d'approvisionnement en eau potable, etc. Mais moi, ce que l'on veut dire surtout, c'est que sur la politique de l'eau, nous, on n'est clairement pas contre le stockage de l'eau, on n'est pas contre l'irrigation. Moi, je suis moi-même irrigant, j'ai moi-même un projet de stockage sur ma ferme. Ce que l'on dit, en revanche, c'est que la ressource, elle va être de plus en plus rare. Et il va falloir qu'on réfléchisse à une vision stratégique long terme pour pouvoir donner accès à un maximum de paysans et de paysannes accès à cette ressource, et surtout aussi prioriser ce que l'on souhaite irriguer. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la politique du premier arrivé, premier servi. Donc, du coup, il y a des situations où il y aura des gros irrigants qui vont irriguer, par exemple, du maïs voué pour les méthaniseurs, pour de la production énergétique, quand à côté, un maraîcher va se retrouver, refuser l'accès à l'eau du fait de cette priorisation du premier arrivé, premier servi. Donc on a besoin d'une politique de priorisation et on a besoin de limiter aussi l'accaparement de cette ressource par quelques-uns. Et ça, c'est la situation des méga-bassines, puisque aujourd'hui, notamment dans les Deux-Sèvres, etc., il y a bon nombre de petits maraîchers qui se retrouvent avec des forages à sec du fait que des gros irrigants ont pompé dans les... Faites une distinction entre retenue d'eau et méga-bassines, voilà, pour bien expliquer. Voilà, c'est ça, en effet. Aurélie Catalo, effectivement, la France, elle irrigue beaucoup moins que les autres pays. C'est 6,8% des surfaces agricoles. Elle irrigue moins que l'Espagne, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on irrigue moins, en fait ? Mais il faut voir ce qu'on compare. C'est vrai qu'on regarde souvent ce 6,8% de la surface agricole française irriguée comparé aux plus de 20% en Espagne, en Italie, en Grèce, autres pays méditerranéens. Mais comparons ce qui est comparable dans le pourtour méditerranéen français. Donc, par exemple, la région PACA, le pourcentage de la surface agricole utile française, donc irriguée là-bas, c'est 20%. Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur. La France entière n'a pas le climat méditerranéen. Une partie de la France a un climat plutôt plus proche de l'Allemagne, on pourrait dire. En Allemagne, c'est moins de 5% de la surface agricole utile qui est irriguée. Donc on a aussi adapté nos besoins à l'irrigation en fonction de la diversité des climats. Avec le changement climatique, faudra-t-il davantage gérer l'eau et quitte à avoir davantage de surface agricole utile irriguée en France aussi? Oui, sans doute, mais à condition de priorisation des usages, y compris au sein du secteur agricole. Charlène Descolonges, est-ce que la solution, si ce n'est pas que la France s'améliore sur le recyclage des eaux usées, comme ça se fait en Espagne, par exemple ? Alors, le recyclage des eaux usées va pouvoir se faire à certains endroits, notamment sur le littoral, puisque lorsqu'on rejette l'eau des stations d'épuration, celle-ci va généralement dans un cours d'eau. Si on enlève cette eau en été, on aggrave les sécheresses à l'intérieur du territoire, à l'intérieur des terres. Donc, on va pouvoir réutiliser à certains endroits seulement au niveau des côtes,
Il faut savoir aussi que ça coûte plus cher, que ça demandera aussi de l'énergie, mais on préférerait avoir d'autres manières d'irriguer et de gérer l'eau, comme on le dit, notamment par des pratiques agroécologiques qui permettent d'augmenter le taux de matière organique dans un sol et donc garder l'eau plus longtemps par des pratiques qui, justement, avec des couverts végétaux, des arbres, des haies, des zones humides, des mares, tout ce qui permet à l'eau de s'infiltrer et d'être le plus longtemps gardée dans le sol. Plutôt que les eaux usées, voilà, parce qu'on se dit, voilà, il y a des pays en effet où il fait très chaud, des pays notamment au Proche-Orient qui utilisent justement beaucoup les eaux usées. Oui, mais la question, c'est est-ce qu'on n'est pas plus vulnérable finalement avec ces technologies-là qui demandent de l'énergie, de l'argent et beaucoup de concertation, parce qu'encore une fois, on va devoir être amené à prioriser les usages. Si on veut s'adresser à l'ensemble de l'agriculture et donc à l'ensemble des filières, on peut tout à fait mettre en place des pratiques qui visent à avoir une plus grande résilience hydrique face aux extrêmes de pluie et aux sécheresses et des vagues de chaleur. Aurélie Catalo, est-ce que la solution, c'est pas aussi de changer les cultures, de faire par exemple moins de maïs qui est très gourmand en eau et plus de sorgho ou de lentilles Bien sûr que parmi le panel de solutions à envisager, il y a les changements des espèces et des variétés. Par exemple, sur certaines céréales, on a raccourci les racines parce que ça avait d'autres vertus par rapport à des résultats agronomiques qu'on cherchait. Aujourd'hui, pour une plante, avoir des racines profondes qui sont capables d'aller chercher l'eau un peu plus loin, ça devient quelque chose d'intéressant. Donc ça fait partie des leviers activés, de même que les leviers autour du sol, de la couverture des sols, de l'augmentation de la matière organique. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Dans tous les cas, il n'y a pas de réponse unique applicable à l'ensemble des fermes françaises, à l'ensemble des territoires, mais il y a bien un effort d'adaptation, de reconception de nos systèmes de production et pas uniquement d'augmentation des besoins en eau. Un mot, Thomas Gibert, juste une chose aussi, nous, voilà, en tant que consommateurs, on a peut-être aussi un rôle, c'est vrai, à jouer par rapport aux fruits et légumes à acheter. Il y a, vous savez, les fameux légumes moches, comme on dit aujourd'hui. On les met en avant, on dit attention, voilà, c'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils ne sont pas bons. Est-ce qu'aussi, il y a cet effort, est-ce que vous demandez, vous aussi, aux consommateurs, finalement, d'aller aussi dans votre sens, finalement, aussi de consommer mieux, d'acheter mieux ? En réalité, c'est aussi à la grande distribution de faire des efforts. Ouais. Et là, on les entend beaucoup en période de crise à se gargariser en tant que sauveurs du monde paysan. Nous, on est extrêmement en colère de cette position extrêmement abusive, puisque on le rappelle quand même que c'est la grande distribution qui tire toujours plus les prix vers le bas, qui est responsable de l'effondrement du nombre de paysans, qui pousse toujours aussi aux normes qualitatives, visuelles des légumes à tenir et qui pousse à jeter énormément de légumes aujourd'hui. Donc nous, ce que l'on dit, oui, il faut que la grande distribution fasse des efforts, mais ça devrait être la norme générale pour l'ensemble du moment. Et aujourd'hui, on a besoin effectivement de mesures d'urgence de soutien de l'agriculture, mais on a besoin de réponses structurelles pour un revenu paysan. Parce que sans revenu, il n'y aura pas de changement de modèle plus résilient. Voilà, à voir en tout cas ce que annoncera la ministre en tout cas le 3 septembre prochain. Merci beaucoup à vous trois d'être passés ce soir par le plateau de 28 minutes.